Je reçois Laurent Gachou. Laurent Gachou, qui sera mon invité pour parler de conscience ou de pleine conscience. Salut Laurent. Hello Yvan. Pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous ton parcours. Alors mon parcours, il a commencé par les arts visuels, mais très vite, à 18 ans, j'ai eu envie de monter les textes de Pierre Desproges et je me suis retrouvé en one-man show, seul sur scène. Et puis, suite à ça, j'ai écrit des spectacles solo. Donc j'étais dans le milieu de l'humour jusqu'en 2007. Mais c'est vrai que ce qui m'a amené à la thérapie, je pense, c'est déjà ma propre thérapie, ça veut dire mon propre développement. Et puis effectivement, le théâtre, l'observation aussi, quand je faisais de la mise en scène des comédiens dans un espace, et qu'est-ce qui se joue tout à coup dans l'indicible, dans des éléments en fait qui sont pas tangibles, qui sont dans tout à coup des moments de grâce qui émergent entre des comédiens. Je me suis toujours demandé, mais c'est quoi tout ça? Il se passe quoi? Parce que ça réveille non seulement en fait des moments magiques, mais aussi des moments sensoriels. Et je Mais me au fond, suis le dit, théâtre, c'est déjà une thérapie en soi. ben, je Les comédiens le pense que disent en général, que de vivre d'autres vies et s'intégrer dans d'autres vies, c'est une introspection parce qu'il faut penser à ce qu'on est en train de faire oui. et aux personnages Alors, qu'on représente. effectivement, ça demande quelque chose qui peut s'apparenter à une forme thérapeutique, sauf que je dirais que quand on n'en fait pas forcément un objectif thérapeutique, le théâtre lui-même, il est ce qu'il est. Ça veut dire que, bien sûr, que les gens, les acteurs, les spectateurs peuvent évoluer, avoir des prises de conscience, mais ils viennent pas forcément dans ce but-là. Mais effectivement, si on revient aux origines du théâtre, le théâtre lui-même était à but cathartique, la catharsis étant une manière de justement chercher à, à se regarder et puis aussi à faire sortir en fait nos émotions à travers le rire quand c'est des comédies et puis à travers les émotions plus douloureuses quand c'est des tragédies. Alors, je vais te montrer un schéma, puisqu'on parle de Mhm. jouer, d'acteur, d'acting, le voyage du héros. C'est toi qui as Oui, choisi d'expliquer quelques-uns de nos propos par des graphiques. Et celui-là oui, ben, résonne en moi parce que je le retrouve là dans le bouquin que tu dois connaître de Campbell, qui s'appelle Le oui. héros aux mille visages, et qui a été la base de pas mal de scénarios hollywoodiens, dont Oui. je sais pas, Star Wars, Avatar, tous les grands blockbusters, qui se Mhm. basent sur le fameux voyage du héros. C'est un outil qu'on peut utiliser concrètement et puis un outil aussi que je trouve intéressant d'avoir en toile de fond parce que finalement, que ce soit l'écriture de séries, l'écriture de films, le théâtre et la thérapie, je mets aussi la thérapie là-dedans au sens où finalement c'est l'humain qui est au centre et il a été constaté que des étapes dans le chemin de vie d'une action d'un processus, en fait, ils passent toujours par les mêmes étapes. En général, les gens, quand ils viennent en thérapie, c'est qu'ils sont bloqués quelque part. Ça veut dire que ils viennent pour chercher des pistes ou des solutions là où, en fait, ils ont de la confusion. Ça veut dire où ils n'arrivent pas à trouver une issue par eux-mêmes et ils ont besoin d'un certain soutien. Ça peut être plusieurs sujets. Si on prend un sujet tout simple, il y a des personnes qui aimeraient, par exemple, changer de travail et puis qui ont des difficultés à se lancer dans l'inconnu pour simplement sortir de la zone de confort. Et donc, si je reprends le schéma, ça veut dire qu'ils se retrouvent dans le monde ordinaire qui est effectivement la zone de confort. Et si ils veulent traverser, ça veut dire avoir comme objectif d'avoir un nouveau travail, ils vont devoir prendre des risques et puis traverser d'une certaine manière ce qu'on appelle un certain seuil. Et puis, ce qui a été remarqué dans les mythes et puis aussi dans toutes les recherches thérapeutiques, que ce soit Jung, Freud, c'est qu'en fait, on a une grande partie d'éléments qui ne sont pas à la conscience ordinaire, mais dans notre inconscient. Et qu'un des objectifs de la thérapie, c'est de mettre en lumière des parties de notre inconscient qui sont des empêcheurs de pouvoir passer à l'action. Alors, Et c'est peut-être pour donc, ça que ces grands blockbusters nous touchent et fonctionnent très bien auprès du grand public. On peut faire une analogie.
Exactement, c'est-à-dire que dans notre vie, souvent, il y a ce qu'on appelle un élément déclencheur. Ça veut dire que tout à coup, ben, on va devoir se mettre en mouvement dans sa vie parce que quelque chose nous est arrivé. Ça peut être Oui. une tragédie, comme un décès, ça peut être un truc plus simple, comme un licenciement, par exemple. Et Ou donc, quelque tous chose de les... positif aussi. ou Bah, à ce quelque chose moment-là, de... peut-être quand c'est positif, on vient pas te voir. Ça peut, parce qu'il y a Ça des peut. personnes qui peuvent recevoir une proposition extrêmement positive, mais ils se sentent pris au dépourvu par une proposition qui est plutôt encourageante et réjouissante, et ils ont des difficultés à pouvoir plonger ou aller dans la direction de ce voyage, même vers quelque chose de positif, parce que ça va réveiller en eux un tas d'éléments qui sont mémorisés dans notre partie inconsciente, dans nos parties inconscientes. Donc il y a plusieurs étapes. Donc première étape, comme tu le disais, c'est de quelque part d'oser entrer dans Mhm. quelque chose qui va sortir de notre zone de confort, bêtement. Effectivement, ben, et c'est le leitmotiv de tous les films, tous les tous les scénarios, toutes les histoires fonctionnent comme ça. Ça veut dire qu'on a un héros, un personnage principal qui va vivre une difficulté qui se nomme l'appel à l'aventure. Cette difficulté lui dit, ben maintenant tu vas partir vers quelque chose de nouveau. Et la première réaction en général, c'est le déni. Ça veut dire qu'on veut pas voir en fait la possibilité du changement. Et souvent, le héros, il refuse l'appel au départ. Alors, dans ce fameux voyage du héros, il y a les mentors, ce qu'on appelle les mentors. Il y a Gandalf, il y a Obi-Wan Kenobi dans Star Wars, il y en a dans quasiment tous les films. Euh, Est-ce que c'est toi, alors, le mentor de ces gens qui viennent te voir dans ce voyage du héros? C'est toi qui serais le Alors, Gandalf? je pense que oui, d'une certaine manière, le thérapeute peut être vu comme un mentor. Et je trouve intéressant aussi de redéfinir ce que c'est la thérapie et ce qu'est un thérapeute, parce qu'on a aussi aujourd'hui des préjugés négatifs sur la thérapie plutôt psychothérapeutique ou les psychiatres, etc. Mais je pense que la notion de mentor, elle est primordiale parce que souvent dans des situations difficiles, ça dépend bien sûr des individus, mais on peut avoir la croyance que on va devoir faire seul, ça veut dire se débrouiller tout seul. Or, l'être humain étant un être social, la présence de celui qui a déjà fait un bout du chemin pour montrer aux novices une partie de ce chemin est absolument nécessaire. Donc le mentor, il peut être choisi, mais des fois, il arrive aussi complètement de manière fortuite ou synchrone, je pourrais dire. Et on a des belles rencontres dans notre vie qui passent par des amitiés, des amitiés qui peuvent nous ouvrir des voies. Mais c'est vrai que par moment, je dirais que des personnes qui ont des outils professionnels pour pouvoir, de manière un peu plus pointue et chirurgicale, aller dans les méandres de l'inconscient, c'est vrai que là, ça fait tout son sens d'avoir un thérapeute. Alors, pourquoi une thérapie? On devrait tous avoir besoin d'avoir cet accompagnement. Alors moi, je suis plutôt le partisan de répondre oui à cette question. Après, bien sûr que ça dépend parce que Ça dépend de nos ça, moyens ça, déjà, parce que ça coûte. ça, C'est vrai. ça va dépendre des moyens, ça va dépendre de nos croyances aussi et des moyens qu'on a envie de se donner pour changer. Euh, c'est une question qui pourrait soulever pas mal je dirais de différentes réponses. Mais quand on regarde, par exemple, les personnes qui sont dans des domaines sportifs très exigeants, ça peut être des tennisman, des skieurs, ils ont tous des coachs. Ils ont tous des Mhm. personnes en fait qui les accompagnent régulièrement et puis, cette recherche d'optimisation, il a été constaté que dans tous les domaines, en fait, à un certain stade, on n'arrive plus à faire seul. Et si on veut optimiser et rendre un tout petit peu sa vie par moment plus aisée, surtout quand on a des obstacles majeurs à passer ou à transformer, eh ben, ça peut valoir la peine soit momentanément de consulter quelqu'un ou alors peut-être sur un plus long terme quand il s'agit d'éléments plus profonds. Maintenant, bien sûr que ça va dépendre des individus. Moi, je dis pas que c'est une obligation, je dirais que c'est un plus pour autant qu'en fait, on puisse y donner du sens. Et puis, moi, je pense vraiment que notre scénario de vie, ça veut dire le schéma dans lequel
on est entièrement dans notre vie. On peut voir d'ailleurs, tout le monde peut voir observer qu'on a des récurrences et des schémas. Ben, ce scénario de vie, il peut aussi être analysé et il est beaucoup plus facile de le faire avec un regard extérieur. C'est drôle parce que tu fais depuis le début une analogie assez intéressante que je n'avais pas vue avec le monde de la fiction quelque part, donc des scénarios. Alors ça ne veut pas dire que la vie est une fiction, ça veut dire que les scénaristes, c'est l'inverse, se servent de nos vies et de ce qu'on a Mhm, vécu, même si les films se passent soit dans le passé, soit dans le futur, mais de choses qui vont nous toucher. Donc les films, mhm. c'est intéressant de regarder des films au deuxième, voire au troisième degré, parce que ça peut aussi nous apporter pas mal c'est une sorte de miroir, ça peut être une sorte de miroir. Bien sûr, bah, c'est aussi intéressant de voir. Moi, je m'observe des moments. Quand je regarde des séries, je trouve intéressant celles qui me passionnent, c'est que en regardant un peu plus profondément, elles ont du sens sur le moment, Mhm. par rapport à mon chemin de vie. Ça veut dire qu'elles m'accompagnent momentanément dans quelque chose qui m'apparaît être important. Alors, je fais pas bien sûr tout le temps des analyses sur ça parce que j'ai aussi énormément de plaisir à regarder des séries, mais j'ai des fois remarqué que certaines m'accompagnent dans des moments plus symboliques. Je précise que pour ceux qui sont loin, parce que tu es en Suisse, tu as un site internet, c'est conscient.ch. Et sur ce site, il y a toutes les informations. On peut te contacter, on peut avoir bien plus d'informations que ce qu'on va en dire aujourd'hui. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, on peut prendre contact avec toi via ce site internet. Voilà, ça c'est la parenthèse qui est Hmm. refermée. Donc les gens viennent te voir souvent par bouche à oreille, j'imagine. Ça Oui, tu oui, il y fais a pas beaucoup de faire, bouche tu à fais pas de oreille. publicité, quoi. Non, j'en fais pas vraiment. Non, il y a mon site internet. Certaines personnes font des recherches et tombent sur moi, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt par bouche à oreille. J'ai donné aussi beaucoup de formations à une période, maintenant un tout petit peu moins, ça va sans doute reprendre. Mais les formations ont aussi amené des rencontres qui font que des gens se sont sentis en confiance, parce que ce qui est vachement important avec le coach ou le thérapeute, c'est de se sentir dans une alliance. Ça veut dire que on va pas voir juste quelqu'un comme ça avec qui on n'a pas le feeling. On a le droit de se dire, bah, j'ai pas le feeling et je trouverai quelqu'un d'autre. Et donc souvent c'est la confiance et puis les gens sentent si je peux momentanément leur apporter quelque chose. Et puis bah, cette confiance elle doit être aussi réciproque. Ça veut dire que pour que ce soit authentique le suivi, il faut aussi que moi j'ai vraiment envie d'aider la personne, de travailler avec cette personne et puis d'être heureux aussi d'être dans cet échange relationnel un peu particulier. Alors, j'ai une question là par rapport. Alors, peut-être que je saute du coq à l'âne, hein, mais par rapport au graphique que tu m'as envoyé, j'ai Oui. ça m'a interrogé. Alors, quand j'ai vu ça, persécuteur, sauveur, victime, ça veut dire que les gens, les patients qui viennent te voir seront plus volontiers des victimes que des sauveurs, des persécuteurs. Ah, c'est intéressant cette question. Ce schéma, j'ai pas mis la source, mais c'est le triangle dramatique de Karpman. Karpman est un Américain qui a collaboré avec Eric Berne, qui a lancé et qui a été l'initiateur du courant psychologique qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Et moi, j'aime beaucoup l'analyse transactionnelle. Je continue d'ailleurs à me former dans ce courant-là. Et le triangle C'est quoi? C'est quoi? dramatique. Parce que moi, j'aime beaucoup aussi, mais je connais pas. On peut Alors, l'expliquer en deux mots ou pas? ouais, il y a plusieurs courants psychothérapeutiques ou psychologiques que bah, Freud a initié la psychanalyse. Et Eric Berne était un psychanalyste qui s'est un peu éloigné de Freud pour développer en fait ses propres concepts sur les relations humaines. Et il a appelé ça en fait des transactions. Ça veut dire que chaque fois qu'on est dans des relations, on fait des transactions. Là, par exemple, je suis en train de te parler. Là, maintenant, tu me fais un signe de Mhm. tête qui est non verbal, mais tu fais aussi une Oui. transaction. Et il On a est en analysé. communication constante.
On est en communication constante et il a analysé ces différentes transactions et il a nommé sa pratique analyse des transactions, donc analyse transactionnelle. Du coup, ben, effectivement, on va se retrouver dans ce triangle assez régulièrement, où des personnes vont endosser le rôle de victime, d'autres le rôle du persécuteur. Ce qui est intéressant avec le triangle, c'est de le voir du point de vue psychologique. Oui, parce Ça qu'on en veut fait dire quoi? Parce qu'une fois qu'on le sait, est-ce que c'est utile? Ça nous sert à quoi? Alors, pour soi-même, déjà, quand on est dans une situation complexe, par exemple, si on se sent persécuté, ça veut dire si on se sent victime, si je prends l'exemple, par exemple, d'être victime d'un patron pas très ajusté ou adéquat, c'est de voir aussi quelle est qu'est-ce qui nous a fait se mettre, en fait, dans ce rôle de victime et comment, en fait, on peut sortir de ce rôle de victime. Et ça permet d'identifier dans un conflit qui a pris quel rôle et à quel moment en fait les rôles ont pu s'inverser parce que par moment dans ce triangle quand on parle de conflit il va y avoir des inversions de jeu Alors, et question, qu'est-ce que tu penses des gens qui vont poser toutes ces questions, mais finalement à l'intelligence artificielle? moi je dirais que c'est comme tous les outils si on prend un couteau suisse on peut faire des trucs super avec et puis en même temps on peut se blesser ou on peut tuer quelqu'un. Donc, tous les outils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Je dirais qu'effectivement, mieux on connaît son outil, mieux on va pouvoir l'utiliser. Au niveau, je dirais, de l'accompagnement personnel, ChatGPT ou tous les autres IA vont être utiles, mais sur un certain niveau. Maintenant, quand on parle de thérapie ou d'accompagnement, il y a un élément qui est primordial et qu'une IA ne peut pas avoir, c'est ce qu'on appelle en fait le feeling. Ça veut dire que quand on va se retrouver avec quelqu'un en transaction, il va y avoir tout le non-verbal, il va y avoir l'énergie aussi que la personne transmet, qui peut se capter. D'ailleurs, on peut sentir des émotions à côté d'une personne qui est triste, c'est ce qu'on appelle un transfert en thérapie. Eh ben, ces transferts, ils sont pas possibles parce que la machine, c'est des algorithmes. Donc, en fait, elle va pas pouvoir sentir, elle va pouvoir faire des déductions qui sont que cognitives. Sauf qu'en fait, les algorithmes et la manière avec laquelle les IA sont Oui. programmées, c'est pour donner l'illusion de l'humain. Mais je dirais que ça fonctionnera très bien si on est conscient que ça reste une machine et qu'elle nous donne des conseils qui sont basés sur le cognitif. Et la grande difficulté, et c'est là où on peut y voir un danger, c'est si une personne projette et transfère toute sa psyché et tout son inconscient et aussi son désir d'être sauvé face à une machine qui, elle, tout à coup, peut être soumise à des variations d'algorithmes qui fait que la personne ne va pas remarquer qu'il y a des changements. Et je dirais que ça pourra jamais vraiment remplacer une thérapie qui va... J'imagine pas que tu allais me dire, ben oui, allez-y, parce qu'il n'y a pas de souci, mais à consommer avec modération, comme on dit aussi, et surtout en sachant ce qu'on attend de cette machine, Oui, sachant que ça reste une machine, mais ça peut être très très bluffant, hein, parce que la oui. machine se rappelle de ce Alors, qu'on lui a confié et restitue des émotions. On oui, n'est pas encore au moment où elle va voir ton visage et pouvoir décrypter si tu es triste et pas triste, quoi que ça arrive, pour pouvoir être en oui. empathie. Et là, ça va commencer à devenir très, très délicat. En tout cas, merci Laurent Gachou. On a fait un petit tour rapide, hein. C'était un peu l'idée de ce rendez-vous, de ce qu'est de ce que d'abord la conscience, de ce qu'est une thérapie, de pourquoi, de l'intelligence artificielle en thérapeute, de pas mal de choses, mais tellement peu par rapport à tout ce que tu fais. Donc je vais conclure en te demandant comment on fait si on veut te contacter ou si on veut simplement discuter avec toi. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu discutes aussi sur, je sais pas, Instagram, Facebook, en dehors de ton site? Est-ce que tu as le temps, pas le temps? Est-ce que tu Je le fais à suis... distance ou il faut habiter en Suisse? Enfin, tu vois, toutes ces questions ouais. pratiques, on va dire maintenant. Alors, moi je suis sur Facebook, je suis peu sur les réseaux sociaux en intervenant. Le mieux pour me joindre, c'est mon site internet que tu as montré auparavant. Et puis, Oui, je dirais, l'adresse s'indique en bas, comme ça vous avez le temps de la noter, c'est conscient.ch. c'est ça. Alors, ce qui est génial avec toi, c'est qu'il y a plein de thèmes.
Tu fourmis d'envie, C'est de vrai. thèmes, de découvertes, de recherches. Alors, on avait noté pourquoi la thérapie c'est un plus, ça on en a parlé. Rester observateur, grandir psychiquement, le sens des conflits, sortir des conflits, des jeux. Le problème, c'est les autres, point d'interrogation. Alors, est-ce que tu serais d'accord qu'on revienne une fois sur ce podcast et qu'on parle, qu'on bavarde autour d'un de ces sujets ou de plusieurs de ces sujets, parce que je suis sûr que ça va intéresser plein de gens. Avec grand plaisir. D'ailleurs, là maintenant, je serais vraiment sur les starting blocks pour continuer la conversation. Donc, c'est avec grand plaisir que je reviens une fois, parce que je pense qu'il y a matière à faire encore des ponts, des liens, même reprendre le voyage du héros quand on répond le problème c'est les autres. Quand on pose la question le problème c'est les autres, pour l'interrogation. Le triangle dramatique, c'est tous des petits outils. Puis plus on revient sur ces outils, plus on peut se les approprier. Mais encore, aujourd'hui, je mettrai l'accent là-dessus, et pour conclure, il faut faire très attention parce qu'on est dans un monde qui est en perte de repères et que on voit arriver quand même passablement de charlatans, de gens qui vous promettent, Oui. qui sont pas des Euh, professionnels, hein. Alors effectivement, il y a aussi ce risque-là. Maintenant, je dirais qu'il y a quelques jalons à vérifier aussi. C'est effectivement d'où vient la personne et puis quelles sont ses formations. Il y a beaucoup dans le monde du développement personnel. Mais d'ailleurs, je viens de ce monde-là, hein, du monde plutôt énergétique. Et puis, c'est ça qui m'a amené vers la thérapie, mais j'ai quand même voulu continuer à me former pour pouvoir amener vraiment des garanties et puis des garde-fous aussi pour les personnes qui me suivent. Donc, moi, je suis régulièrement supervisé par des professionnels dans le domaine du conseil psychologique. Et c'est quelque chose qui est important pour donner des garanties. C'est vrai que dans le monde plus chamanique, c'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas des consortiums. Ça veut dire chaque personne peut amener un tout petit peu sa façon de fonctionner. Il y a du bon. Moi, je dirais que le mieux, c'est de pas rester seul et surtout de vérifier aussi et de se donner le droit d'aller tester. Ça veut dire de se dire, je fais une séance, mais j'ai pas besoin forcément de m'engager. Et peut-être là, les conseils des personnes alentours ou d'un autre professionnel, d'avoir souvent deux avis. Quand on fait des réparations dans une maison, on demande souvent deux ou trois devis. Alors on peut faire la même chose avec les personnes, on peut les tester puis demander un petit peu les questionner en fait. Mais c'est vrai que si toute notre existence et notre vie et surtout nos moments difficiles sont confiés à des personnes peut-être pas toujours bien intentionnées et si nous-mêmes on se dit que ça va être la solution ultime pour sortir, c'est qu'en général c'est presque une erreur parce qu'en fait la vie fonctionne pas comme ça. Le voyage du héros, d'ailleurs, nous dit que c'est des épreuves qu'on va devoir traverser. Et donc, je dirais l'illusion de la facilité, c'est souvent un signal qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Merci beaucoup, Laurent. À très Merci bientôt, à à très vite toi. pour un autre podcast. Salut à tous.